Bonjour et bienvenue à cette formation présentée par la Société Leucémie et lymphome du Canada intitulée Santé sexuelle et intimité après un diagnostic de cancer. Nous vous présentons le module 2. Donc, je me présente, mon nom est Juliane Pelletier, je suis responsable des services à la communauté à la Société Leucémie et lymphome du Canada. Avant de débuter la présentation principale, j'aimerais vous faire part de notre mission et vous présenter aussi quelques ressources qui pourraient vous être utiles à vous et aux personnes que vous soutenez. Donc, à la Société Leucémie Lymphome du Canada, notre mission est d'améliorer la qualité de vie des personnes touchées et de leurs familles en finançant la recherche sur les cancers du sang, mais aussi en offrant des ressources éducatives, des services et du soutien à la communauté des cancers du sang. Nous mettons à votre disposition un programme de formation continue. Donc, vous pouvez vous inscrire à l'une ou plusieurs de nos formations qui sont gratuites. Elles sont conçues pour être suivies à votre rythme. Puis, à la fin de chacune, là, vous recevez une attestation de participation par courriel. Elles sont toutes données par des spécialistes. Puis, plus de 1500 professionnels de la santé utilisent la plateforme qui propose près de 80 formations en français et en anglais. Vous allez retrouver des formations sur les cancers du sang spécifiques, mais également sur les traitements, sur les aspects psychosociaux et la survivance au cancer. Il y a de nouvelles formations qui s'ajoutent régulièrement, puis plusieurs de nos formations sont accréditées par la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal. Nous savons que les adolescents et les jeunes adultes qui sont touchés par le cancer vivent des défis qui sont souvent différents de ceux des adultes. Puis c'est pourquoi nous avons créé des outils spécifiques pour les soutenir. Sur notre site Internet, les jeunes adultes peuvent trouver du soutien pratique, un blog, des balados, des feuillets d'information et des témoignages de leurs pairs. Nous avons récemment ajouté 3 nouvelles ressources disponibles pour les jeunes adultes sur notre site Internet dans la bibliothèque de ressources. Donc, plusieurs jeunes ont partagé leur réalité avec un cancer du sang. On a Siam qui nous parle de l'adaptation à la vie sociale après le diagnostic. Également Christian qui partage ses conseils sur la façon de s'adapter à certains changements physiques qui peuvent survenir après un diagnostic de cancer. Et également Romy qui, elle, donne des conseils sur la gestion de l'anxiété. Donc, ces ressources peuvent être téléchargées ou imprimées gratuitement. Puis, tous les outils présentés là, peuvent être commandés via notre site Internet. Vous pouvez commander uniquement du matériel qui va diriger vos patients vers nos services ou demander également de la documentation sur les cancers du sang qui vous aidera à informer vos patients. Le tout se fait aisément et est sans frais. Puis la majorité de notre matériel didactique peut également être téléchargé via notre site Web. Donc, il est maintenant temps de vous présenter notre conférencière, Madame Pascale Rousseau. Donc, Pascale a travaillé pour la Société Leucémie Lymphome du Canada depuis août 2016. Elle a occupé plusieurs postes, toujours au sein de l'équipe des services à la communauté. Puis depuis 2023, elle est la gestionnaire des programmes communautaires à la Société Leucémie Lymphome du Canada. Mais ici, elle met son chapeau de sexologue pour vous présenter cette formation. Donc, Pascal a un baccalauréat et une maîtrise en sexologie et elle est membre de l'Ordre professionnel des sexologues du Québec. À toi, Pascal. Bien, bonjour, merci pour cette belle introduction. Donc, je suis vraiment contente de vous présenter la partie 2 de notre formation santé sexuelle et intimité après un diagnostic de cancer. Donc, dans cette deuxième partie, on va aborder les changements que peuvent apporter le cancer dans les relations intimes. Alors, un peu comme la partie 1 de la formation, cette formation-là est basée sur la formation de Rhiannon Booker, Optimizing Sexual Health and Intimacy After a Cancer Diagnosis. Ça a été enregistré en 2023. Et également, c'est basé sur 2 unités qui proviennent des modules d'auto-formation pour les infirmières de l'Association canadienne des infirmières en oncologie en 2020. Donc, soit l'unité 6, qui est les relations personnelles pendant la phase de survivance, ainsi que l'unité 11, qui est la survivance pour les adolescents et les jeunes adultes atteints de cancer. Je précise également que ces formations-là ont été montées pour les infirmières et les infirmiers en oncologie, mais qui peuvent être visionnées. Là, les informations et les outils peuvent aussi s'appliquer aux membres des équipes psychosociales, par exemple.
et que dans cette formation-là, la santé sexuelle et l'intimité va être abordée dans toute l'expérience du cancer, du diagnostic jusqu'à l'après-cancer et même en soins palliatifs et en soins de fin de vie. Alors, voici le plan de la présentation. Donc, on va voir les objectifs. On va parler des changements dans les relations, que ce soit dans les relations de couple ou les gens qui sont célibataires. On va aborder, quoique brièvement, les communautés LGBTQ2S+, ainsi que les adolescents, adolescentes et les jeunes adultes. On va parler de cancer avancé également. On va terminer avec les éléments clés de la présentation. Je vais vous présenter des ressources ainsi que des références. Alors, voici nos objectifs. Pour la partie 2, on va aborder le concept de sexualité dans le contexte du cancer. On va expliquer l'impact potentiel du cancer et de son traitement sur la santé sexuelle et l'intimité, avec un focus sur les changements dans les relations intimes. On va également comprendre l'importance du soutien pour les communautés LGBTQ2S+, pour les adolescents, adolescentes et les jeunes adultes, et les personnes qui vivent avec un cancer avancé. Donc, on va maintenant voir dans les prochaines diapositives les changements dans les relations lors de l'expérience avec un cancer. Et on va commencer par les relations de couple. Alors, de nombreux couples ne s'attendent pas à devoir faire face aux conséquences du traitement sur le fonctionnement sexuel. Donc, l'activité sexuelle avant le cancer était pour plusieurs naturelle et spontanée. Mais après le cancer, celle-ci doit être maintenant faire l'objet d'une discussion. Elle doit être planifiée et peut parfois nécessiter des médicaments ou des accessoires. Certains couples ont de la difficulté à parler de changements survenus dans leur vie sexuelle, ce qui peut créer de l'éloignement. D'autres vont arriver à gérer ces changements et à demander de l'aide ou trouver d'autres moyens de préserver l'intimité dans la relation. Il n'existe pas de bonne ou de mauvaise façon de gérer les changements sexuels après un cancer, mais il est important que les personnes touchées par le cancer et leurs partenaires comprennent que ces changements risquent de se produire et qu'elles sachent comment accéder aux ressources qui les aideront à s'adapter. La relation qu'une personne entretient avec le partenaire avant l'expérience du cancer va avoir une grande incidence sur son adaptation et sur sa qualité de vie. Si le couple n'a pas l'habitude de parler de santé sexuelle ou d'intimité et que des changements majeurs se produisent à ce niveau, qui vont être provoqués par les traitements ou le diagnostic, ça peut être très difficile pour une relation existante. Il y a aussi l'aspect de la modification des rôles de la relation. Donc, il y a de nombreux facteurs potentiels de stress qui vont accompagner le diagnostic et le traitement du cancer, puis divers aspects de la vie de couple en sont touchés et risquent d'accroître la détresse. Donc, les rôles et responsabilités, la gestion de la vie familiale, l'éducation des enfants, les préoccupations financières, les préoccupations liées au travail, la communication, etc. Puis mentionnons enfin que le cancer et les traitements peuvent venir modifier les fonctions et les habitudes sexuelles, les changements qui peuvent influencer la relation de couple sur les plans sexuels, intimes et émotionnels et provoquer frustration et insatisfaction chez les deux partenaires ou encore avoir une incidence sur la performance sexuelle et les confidences intimes. Donc, on va toujours au niveau des relations de couple, les conversations difficiles évitées, les sentiments et peurs gardés pour soi, les changements dans l'intimité et l'activité sexuelle, la réduction du soutien mutuel et la planification limitée de l'avenir peuvent venir créer une distance émotionnelle. Et même les couples qui fonctionnent le mieux peuvent dérailler pendant dans leurs efforts pour gérer les exigences associées à la maladie, au milieu des perturbations relationnelles qu'elle cause. Et l'apparition de la détresse peut détériorer la relation de couple en venant bouleverser les modes de communication établis. Les problèmes de communication et les ajustements requis dans les relations génèrent parfois des conflits qui, dans certains cas, mèneront à la séparation. Plusieurs recherches soulèvent que les personnes dans l'après-cancer qui parlaient avec leur partenaire de leur relation éprouvaient moins de détresse et faisaient mieux évoluer leur relation de couple. Parler de la relation, ça veut notamment dire discuter de sa nature et de son état, de ce que les partenaires désirent en retirer, des répercussions d'un facteur de stress commun. Les difficultés du couple peuvent se poursuivre dans l'après-cancer. Donc, une relation devenue tendue et émotionnellement distante pendant les traitements va se buter probablement à d'autres obstacles durant la transition vers la survivance.
Donc, parler du pronostic, de la peur d'une récidive ou de la mort et de l'incertitude face à l'avenir seront particulièrement difficiles. En tâchant de gérer ainsi la situation et ses émotions, comme celle du partenaire, chacun risque l'isolement émotionnel et la solitude. Chez les personnes dans l'après-cancer, on a relevé des taux d'anxiété élevés dans 20 à 30 des cas et une dépression dans 1,5 à 50 des cas, et les pourcentages sont similaires chez les partenaires. Cela dit, certains partenaires, face à la fragilité de la vie et à la perte potentielle de liens précieux, vont voir leur relation se renforcer pendant le traitement d'un cancer. Bien des couples vont composer avec le diagnostic et le traitement et vont conserver une relation intime et stable. Ces couples puisent dans leurs forces pour demeurer ouverts et honnêtes, partager leurs soucis et continuer à se soutenir mutuellement. Certains couples estiment même s'être rapprochés émotionnellement, partager une plus grande intimité et avoir amélioré leur relation. On va maintenant parler du partenaire. Donc, peu importe le moment dans l'expérience globale du cancer, la majorité des personnes diagnostiquées vont nommer leur partenaire comme la principale source de soutien et de soins. Ce qu'on sait de la littérature existante, c'est que les partenaires des personnes touchées par le cancer peuvent avoir peur de causer de la douleur ou de l'inconfort pendant l'activité sexuelle, ce qui pourrait les amener à s'éloigner complètement de toute relation physiquement intime avec elles. Les partenaires pourraient également se sentir peu désirables ou même rejetés parce qu'il y a cette diminution de l'activité sexuelle dans la relation. Les partenaires réalisent peut-être pas que la diminution de l'activité sexuelle est liée au traitement, donc ils peuvent le prendre personnel et vivre du rejet. De plus, quand la relation change, que les rôles se modifient, tout d'un coup, ça peut vraiment changer ce que les partenaires ressentent et perçoivent de la personne qui est touchée par le cancer. Il y a aussi la crainte de la perte, d'un décès, c'est possible, et certains partenaires se désengagent ou encore vont quitter la personne qui est touchée par le cancer pour se protéger. Il ne faut pas oublier que les partenaires peuvent avoir leurs propres problèmes de santé sexuelle. Donc, souvent, en clinique, on peut parfois résoudre les problèmes de santé sexuelle de la personne qui est touchée par le cancer. Puis ensuite, on se rend compte que l'autre personne, donc le ou la partenaire dans le couple, a aussi un problème de santé sexuelle important, qui peut être physiologique, psychologique, lié à des traumatismes antérieurs. Et il y a les partenaires des personnes dans l'après-cancer vont jouer un rôle clé dans le rétablissement, mais peuvent avoir de la détresse et des préoccupations qui pourraient affecter leur capacité à fournir un soutien efficace. Plus que tout autre membre de la famille ou proche, le ou la partenaire va apporter un soutien capital à la personne dans l'après-cancer qui doit s'adapter à sa situation. À l'inverse, la détresse éprouvée par le ou la partenaire peut aussi se répercuter sur la personne dans l'après-cancer. Selon Kim et collaborateurs en 2008, leur recherche a démontré que la détresse psychologique d'une personne est le meilleur indicateur prévisionnel de sa qualité de vie et de la détresse du ou de la partenaire. Si on ajoute que le niveau de détresse du partenaire est fréquemment égal ou supérieur à celui de la personne dans l'après-cancer, on voit toute l'importance d'évaluer régulièrement le niveau de détresse des partenaires en plus de celui des personnes dans l'après-cancer. Et la satisfaction quant à la relation de couple peut changer au fil du temps ou en altérer la qualité. Donc, imaginons le cas de Véronique, qui est en santé. Elle aurait accepté des rôles et des responsabilités auparavant assumées par Mélanie, qui est en rémission d'un cancer. L'habituel partage souple de type donnant-donnant n'était pas possible puisque Mélanie était très malade. Donc, cette division inégale n'est par ailleurs facile pour personne. Donc, arrive la transition vers la survivance qui va s'accompagner logiquement d'un réajustement des rôles et des responsabilités, dont Véronique se sent probablement prête à reléguer ses tâches à Mélanie, il est temps, et elle est dans l'attente qu'elle les reprenne. Or, Mélanie est peut-être pas prête, ce qui risque d'entraîner des tensions. Je vous donne un autre exemple, le cas où Raymond, qui est aussi en rémission d'un cancer, a décidé d'adopter une nouvelle philosophie de vie suite à l'expérience qu'il a vécue, ou souhaite effectuer d'importants changements dans sa vie, mais il n'en a pas discuté avec sa conjointe Chantal. Ça pourrait être une source de tension. Et certaines personnes dans l'après-cancer ont raconté se sentir seules avec leur prise de conscience de la mortalité, invalidées dans l'expérience de leurs symptômes, isolées par leur nouvelle identité ayant émergé à la suite des traitements. La possibilité de discuter ouvertement ou non de ces sujets va avoir une incidence sur l'adaptation à la survivance et sur la relation de couple.
et le début de la survivance conviendrait bien pour intervenir auprès des couples à risque. Une simple question comme le diagnostic du cancer a-t-il changé votre relation s'est avérée efficace pour repérer les couples qui profiteraient d'une évaluation plus poussée, suivie éventuellement d'une intervention. Vous allez entendre maintenant des extraits de témoignages. Donc, si vous avez écouté la partie 1 de cette formation, vous les avez déjà entendus. Donc, c'est Stéphanie qui a reçu un diagnostic de lymphome hodgkinien à l'âge de 25 ans en 2019 et elle est maintenant en rémission. Donc, son témoignage a été présenté lors d'une webdiffusion en direct sur la fertilité et la sexualité qui a été présentée en janvier 2021. Et Stéphanie nous a permis d'utiliser des extraits de son témoignage pour la présentation. Vous allez entendre également le témoignage de Janie, qui est un survivant de la leucémie lymphoblastique aiguë, qui a eu un diagnostic en 2017. Janie a maintenant 34 ans et vous entendrez des extraits d'un balado qui a été enregistré en mai 2021. Alors, je vous souhaite bonne écoute. Puis, j'expérimentais déjà avec mon partenaire quelques problématiques, là, dans le sens que puis là, je tiens à rappeler, ça va faire 5 ans qu'on est ensemble, là, donc c'est une relation qui est assez solide. Mais tout ça pour dire qu'on avait déjà des difficultés avant les traitements en ce qui concerne nos attentes. Pour moi, la sexualité a toujours été super importante. Quand je l'ai rencontré, j'ai réalisé que pour lui, ça prenait une place un petit peu moins importante dans sa vie. On a été en mesure de faire des compromis. Ça n'a pas toujours été facile. Mais tout ça pour dire que c'est pas avec les traitements de chimiothérapie que les choses vont mieux. Donc, les problèmes se sont davantage accentués. Puis même encore aujourd'hui, ça demande énormément de communication. Même des fois, on se remet en question puis on se demande si on va être en mesure à ce que notre relation perdure, à savoir si on va un jour être capable d'avoir les mêmes attentes à ce niveau-là. Donc, la clé, selon moi, c'est vraiment, vraiment, vraiment la communication qui fait en sorte que les deux, on a été un peu malheureux là-dedans. Donc, puis comme je vous ai dit, là, c'est des difficultés qu'on a encore aujourd'hui sur lesquelles on essaie de travailler, mais c'est pas facile. Au niveau des effets plus physiques de la chimiothérapie, pour ma part, j'avais une perte en fait de lubrification à 100%, là, malgré les quelques rapports sexuels que j'ai pu avoir là, pendant mes traitements de chimiothérapie. Mais j'ai pas eu du tout une perte de libido. Je peux pas dire au contraire, mais ça a resté assez stable à ce niveau-là. Donc je me sentais un peu mal là-dedans. J'essaie de mettre des mots encore aujourd'hui là, sur comment je me sentais, mais on peut dire peut-être un petit sentiment de culpabilité ou d'imposteur, là, d'être en traitement de chimiothérapie, de ne pas me sentir nécessairement physiquement à 100% présente, mais de tout de même avoir un désir sexuel ou d'avoir cette envie-là. Donc, ça se résumait beaucoup par moi et moi-même. Là. Donc, comme je vous disais, là, vu que nos attentes entre mon partenaire et moi-même n'étaient pas nécessairement à la même place, ça faisait en sorte que j'essayais tout de même de répondre à mes besoins là, par moi-même. Pour ma part, là, au CHUM, là, j'avais une équipe incroyable, mais on n'a jamais, jamais, jamais abordé la sexualité. La fertilité, elle a été abordée, je trouvais, de façon très mécanique. L'oncologue m'a présenté, en fait, m'a pas vraiment présenté. Ben, c'est sûr qu'on a toujours le choix dans la vie. J'aurais pu dire non, je veux pas faire les traitements de fertilité, d'hormonothérapie pour la fertilité, etc. Mais bon, j'ai décidé de le faire là, parce qu'à l'âge de mes 6 ans, même si je m'étais pas posé la question de savoir si je voulais des enfants, je trouvais que c'était ce qui était le plus sensé de faire. Mais tout ça pour dire que c'est pas nécessairement des sujets qu'on aborde. Comme là, aujourd'hui, quand j'ai des rendez-vous de suivi, je lui en glisse un mot, puis elle est super à l'aise d'en parler. Fait que je pense vraiment que c'est juste que peut-être que les médecins n'ont pas encore intégré dans leur pratique là, ces sujets-là, mais ils sont pas mal à l'aise nécessairement. Ben, je vais parler pour moi, là, ils n'étaient pas mal à l'aise nécessairement d'en parler. Donc, Catherine, ça a été vraiment le gros support, aussi bien moral, parce que, enfin, dans plusieurs domaines, hein, moral, parce que bon, elle venait me visiter à l'hôpital. Donc, c'est sûr que quand je suis tombé malade, pas le choix d'être
en arrêt en congé de maladie. Donc, elle est infirmière clinicienne de nuit. Elle occupe un poste d'assistante chef, donc fallait se réorganiser aussi au niveau de son travail. Donc, elle a eu un congé pendant plusieurs mois. Donc, elle venait me voir à l'hôpital. Même si je dormais, j'étais tellement fatigué par les traitements que je passais mes journées à dormir. Donc, elle était quand même présente là, à côté de moi. Elle m'a aidé à prendre mon bain, à préparer mes collations. C'est ce qu'il faut savoir. Et que, elle s'est vraiment occupée de tout. Et puis, surtout, ce qui m'a soulagé, c'est que je sais que j'étais entre bonnes mains, aussi bien à l'hôpital qu'à la maison avec elle, parce que fallait s'occuper de la maison, fallait s'occuper de Gabriel, mais la maladie, ça rapproche. Dans notre cas, ça nous a encore beaucoup plus rapprochés et puis soudés, là, ça c'est clair. Ouais. Ben en fait, Catherine, quand je suis tombé malade, elle savait tout ce qui allait s'en venir, à peu près là, parce que moi, non, j'étais vraiment dans le néant total. Je savais pas où ça allait mener, mais oui, un peu, on se pose toujours les questions de base là quand on reçoit un cancer. Je me souviens encore, c'était combien de temps il me reste à vivre, et puis est-ce que c'est héréditaire? Ça, je pensais tout de suite à Gabriel. Puis bon, personne n'a su me répondre tout de suite. Non, en fait, il faut faire des tests, il faut voir sur le long terme, etc., etc. Mais elle, elle voyait plus l'aspect traitement, tout ce qui était effets secondaires, après ça, gestion de la maison, gestion du travail, etc. Mais ça nous a vraiment, comme je disais tantôt, beaucoup plus soudés. Après ça, la vie de couple en tant que telle, oui, on a vu une certaine différence parce que c'est dû surtout au traitement de chimio et puis au traitement général chimio puis radiothérapie parce que veut pas, on vit quand même de grosses émotions. La peur, l'anxiété, des fois la tristesse ou même de la colère, mais c'est sûr que c'est passé par la communication parce que à certains moments, j'avais mal aux articulations, j'avais mal un peu partout, dû au traitement encore une fois, mais non, on a su s'adapter, on a su se parler, s'écouter, et puis on a profité comme avant, là, différent. C'est sûr que c'était différent, là. Mais non, on a gardé le même amour. Là. C'est une expérience différente, mais tout aussi enrichissante, là, bien au contraire. Ouais. Notamment, ça c'est mon médecin au tout début, on lui a posé la question, comment on pourrait faire, comment ça va se passer la suite là-dessus, sur les relations sexuelles ou autres. Là, mais il m'a dit c'est simple, il dit protégez-vous parce que ta chimio est tellement toxique que c'est dangereux pour ta partenaire. Donc, j'étais cytotoxique pendant plusieurs mois, là. Donc, fallait mettre un préservatif, pas le choix. Sinon, Catherine aurait eu des problèmes par la suite, là. Mais c'est ça c'était une autre adaptation à avoir. Dans mon cas, c'est vraiment une affaire de communication. Là, c'est vraiment à discuter avec son partenaire parce que c'est à deux, selon la maladie, on peut trouver des solutions. La partenaire doit s'adapter aussi au malade et puis l'inverse aussi. Parce que c'est quand même un changement, oui, pour la personne malade, mais c'est aussi un gros changement pour la partenaire. Ça c'est sûr, ça se vit à deux là, ce genre de choses là. Donc puis là-dessus, Catherine, encore là, on s'écoutait là, elle voyait bien que il est déjà fatigué par tout ça. Je veux pas lui en mettre une couche derrière. Là, mais surtout que c'est ça. Fait que, on a tous les deux, avec ma blonde, un bon humour. Fait que des fois, on tournait ça un peu en dérision pour dédramatiser la situation là. Mais encore là, on en revient, c'est communication là. En fait, quand on tombe malade, on nous reçoit, on nous donne une quantité d'informations sur les différentes fondations, les associations qui appelaient, bref. Mais la sexualité ou la fertilité, on n'en parle pas ou très peu, soit parce que les gens sont gênés ou comme un sujet tabou, ou alors comme dans mon cas, on passe aux choses parce qu'on pense que c'est pas un sujet nécessairement important, parce qu'on veut répondre à d'autres questions qui nous semblent beaucoup plus importantes là.
Mais non, en fait, ça fait partie du processus de la maladie, là. Faut pas s'en cacher, puis il faut vraiment en parler, là. Surtout que ils sont formés pour ça, ça fait partie de leur quotidien aussi de répondre à ce genre de questions-là. Puis s'ils n'ont pas la réponse, ils vont nous transférer à une équipe, à des personnes qui, eux, vont nous répondre. Là, c'est vraiment pas un souci. Ils ont toutes les ressources à leur main pour aiguiller les gens, là. Donc, on voit dans les témoignages, ou on entend plutôt dans les témoignages de Janie et de Stéphanie, les difficultés que le couple peut vivre. Et deux histoires, là, c'est deux histoires différentes. Dans les deux cas, malheureusement, les professionnels n'ont pas parlé de santé sexuelle et d'intimité avec Janie et Stéphanie, ce qui aurait vraiment pu être les aider et les guider. Donc, on va aborder dans cette portion de la formation les personnes célibataires. Donc, les personnes qui sont sans partenaire lorsque le cancer survient ont généralement des préoccupations différentes des personnes qui sont en couple dans une relation stable. Elles peuvent avoir l'impression de manquer d'aide ou de soutien social et ressentir de la colère ou du chagrin d'avoir à traverser cette épreuve seule. La recherche d'un partenaire et les activités de rencontre peuvent susciter des inquiétudes. Quand peut-on rencontrer de nouveau? Quand parler du cancer avec un partenaire potentiel? Quand faut-il dévoiler des changements corporels? Comment gérer les réactions face à ces révélations? Donc, la modification de l'image corporelle et de l'estime personnelle vient parfois diminuer la confiance requise pour établir des relations. Certaines personnes dans l'après-cancer vont se sentir étiquetées, stigmatisées ou vont craindre que leur corps ne puisse plus leur procurer de relations sexuelles satisfaisantes. Et pour les personnes célibataires qui veulent rencontrer ou débuter une nouvelle relation, elles vont souvent se demander quand dois-je parler du cancer. Dans une étude qualitative réalisée par Ryan Booker, l'un des participants a déclaré qu'il lui était très difficile de sortir avec quelqu'un. Il savait qu'il y avait toujours ce risque que son cancer revienne. Il ne voulait pas faire vivre ça à son partenaire et il se sentait comme un produit endommagé. On va entendre maintenant le témoignage de Philippe qui a reçu un diagnostic de leucémie myéloïde chronique il y a 15 ans. Et vous allez entendre, c'est un extrait d'un balado. Et dans cet extrait, Philippe va parler de dévoiler son cancer à un nouveau partenaire. Bonne écoute. Dans mon cas, je pense que j'y vais d'emblée. J'y vais tout de suite en partant, je mets mes cartes sur table. Parce que moi, une de mes valeurs importantes, c'est l'honnêteté. Ça fait que pas, ça a permis justement de rencontrer des personnes plus authentiques aussi. Mais en même temps, ça m'a fermé des portes aussi. Il faut être franc. Quand on dit le mot cancer, le monde on peur. Puis c'est tout à fait normal, je crois. Parce que même moi, on me dirait cancer, je pense que j'aurais peur un peu. Mais en même temps, je me suis posé des questions beaucoup par rapport à ça. Il y en a qui m'ont dit que tu es mieux d'attendre peut-être d'avoir une relation, que ta relation soit stable avant de lui annoncer. Mais moi, dans mes valeurs, je trouvais que ça me touchait pas. Moi, j'aime mieux dire dès le premier rendez-vous que je suis atteint de leucémie. Parce que oui, j'ai des limites. Parce que je suis pas aussi en forme que tout le monde. Je suis peut-être des fois un peu ralenti par rapport à la société aussi. Là. On n'est pas sur le même diapason, dans le fond. Quand on a le cancer, des fois, on est un petit peu plus ralenti. Alors, je pense que c'est important d'en parler tout de suite en partant. Je suis à l'aise d'en parler, mais en même temps, il faut être à l'aise d'écouter le non-verbal de l'autre personne parce que l'autre personne réagit à ça aussi. Hein. On n'est pas tout seul non plus à réagir à la leucémie. Quand tu es en couple, justement, ou tu essaies d'être en couple, faut que tu vois si l'autre est capable d'accepter ça. Parce que j'ai connu des personnes qui me l'ont dit aussi. Je suis pas capable de vivre avec une personne qui a le cancer. Ça me bloque carrément. C'est pour ça que oui, ça me cause un stress aussi. Parce que, est-ce que c'est la bonne idée d'en parler? Est-ce que c'est la bonne idée de le garder secret? Mais en même temps, moi, j'aime mieux y aller avec mes valeurs, justement. Puis d'en parler, mais je suis à l'aise d'en parler aussi, je pense. On me poserait des questions, puis je serais capable d'en parler assez aisément. Puis, parce qu'on veut développer une relation avec la personne, mais en même temps, une relation, c'est 3 éléments, selon moi. C'est toi, l'autre personne, puis la relation. Alors,
faut qu'il y ait ces 3 éléments pour créer une relation stable. Veux pas, c'est triste parce qu'on se sent un peu étiqueté dans ce temps-là, mais en même temps, je comprends la réaction de l'autre personne parce que veux pas, c'est quelque chose de gros, veux pas un cancer, une leucémie ou quelque chose de même. Juste de dire le mot cancer ou le mot leucémie, on a plein d'images qui nous viennent en tête. Alors, tu sais, je suis bien placé pour comprendre aussi. Moi, les principaux outils, j'aime bien utiliser l'Internet, mais en même temps, je ne suis pas pressé de rencontrer quelqu'un. Si je rencontre quelqu'un par hasard, tant mieux, dans le sens que je laisse aller les choses. Je me concentre beaucoup sur ma guérison aussi, puis la concentration de mon énergie. Comme je disais tantôt, je manque un peu d'énergie. Ça fait que veux pas, je pense que c'est ça que je priorise le plus, là. Mais si je rencontre quelqu'un, tant mieux. Je veux dire, je suis ouvert à ça aussi. Veux pas, je pense qu'on est tout ouvert à rencontrer quelqu'un, puis on le souhaite aussi, mais en même temps, comme je dis, si ça n'arrive pas, je vais me prioriser sur mes besoins. Donc, concernant la communauté LGBTQ2S+, encore une fois, là, on ne va pas s'y attarder trop. Je vous réfère à une excellente formation en 2 parties. Terminologie, partie 1, et la deuxième partie, c'est la pratique clinique, qu'on retrouve sur notre plateforme de formation continue qui est spécialement sur le sujet. C'est une formation qui a été offerte en anglais par l'organisme Queering Cancer et qui a été intégralement traduite. Mais bon, pour y toucher tout de même, c'est important de dire qu'il y a très peu de recherches ou de littérature sur l'expérience de la communauté LGBTQ2S+, qui est touchée par le cancer. Mais on sait qu'environ 10 à 12% de la population va s'identifier à cette communauté. Et dans cette population en particulier, on sait qu'il y a un manque d'accès au dépistage précoce et qu'il y a un manque de ressources adaptées à leurs besoins. Et beaucoup de professionnels de la santé vont indiquer traiter toutes les personnes de la même manière. Ça peut paraître bien à première vue, mais l'objectif en matière de soins de santé est en réalité l'équité et l'égalité pour tous. Et je peux utiliser l'exemple d'une personne qui a une déficience visuelle importante. Donc, si on dit simplement qu'on va traiter tout le monde de la même manière, on va vous donner les mêmes documents qu'on donne à toutes les autres personnes, ça va avoir comme conséquence que la personne qui a une déficience visuelle ne sera pas en mesure de bénéficier de l'outil que vous lui donnez. Donc, il ne sera pas en mesure de bénéficier de soins équitables et ne pourra pas lire le document. Donc, on doit vraiment réfléchir aux besoins uniques des personnes qu'on soutient, que ce soit des gens dans la communauté LGBTQ2S+, que ce soit les gens des premiers peuples, même chose, ou qui appartiennent à une communauté différente, puis vraiment nous efforcer de répondre à ces besoins uniques. Donc, si vous voulez poursuivre la réflexion et avoir des pistes de solutions, je vous invite à écouter la formation. Donc, ici, on va aborder les adolescents, adolescentes et les jeunes adultes que je vais nommer AJA. Donc, les AJA vont subir les mêmes dysfonctionnements de la réponse sexuelle que les adultes. Bien sûr, l'insuffisance ovarienne chez les filles peut venir mettre en péril la possibilité d'avoir des enfants, de même que la ménopause précoce. D'où l'importance d'aborder les questions d'oncofertilité avec cette population. De plus, les anomalies de la fonction thyroïdienne vont entraîner des déséquilibres hormonaux qui sont connus chez les AJA ayant reçu de la radiothérapie au niveau de la tête et du cou ou au niveau du système nerveux central. Ces personnes ont plus de risques d'avoir une petite taille à l'âge adulte et de souffrir d'obésité et d'un dysfonctionnement gonadique. Il y a peu d'interventions qui sont fondées sur des données probantes pour faciliter les changements d'ordre sexuel chez les AJA à la suite d'un cancer et beaucoup ont une expérience sexuelle limitée. Les AJA ont donc moins conscience des répercussions possibles du traitement sur leur santé sexuelle. On va maintenant parler des défis émotionnels avec les AJA, donc la transition d'une relation de dépendance parentale à une relation d'engagement réciproque et de soutien mutuel est d'une importance primordiale à l'aube de la vie adulte. L'adolescence et le début de l'âge adulte sont des périodes d'éveil à la sexualité. C'est souvent à cet âge que se vivent les premiers rapports intimes et sexuels. C'est aussi à cet âge que l'on s'interroge sur notre identité sexuelle, notre identité de genre et notre orientation sexuelle. Les relations amoureuses durables sont des étapes sociales importantes pour les AJA. Le cancer, ainsi que ses séquelles physiques et psychologiques permanentes, entravent l'établissement et la poursuite de relations amoureuses, bien que peu de recherches décrivent l'étendue de ces difficultés.
Les AJA disent craindre de ne pas être attirants et attirantes à cause des changements physiques et ont l'impression de ne pas être en bon état de marche. Les AJA ont également des réserves à dévoiler leurs antécédents de cancer à des partenaires potentiels et vont s'inquiéter des effets que pourrait avoir leur expérience du cancer sur leurs relations personnelles dans l'avenir. Lorsque la relation est toute récente, la question de l'état de santé et des répercussions émotionnelles et financières du cancer peut être lourde et causer des tensions dans la relation. De plus, les problèmes de fertilité et de fonctionnement sexuel que vivent les AJA qui tentent de concevoir un enfant peuvent aussi être une source de stress dans le couple. Donc, concernant les défis au niveau de la sexualité et de l'intimité rencontrés par les AJA touchés par le cancer, ça a été mis en lumière, entre autres, par l'étude du Partenariat canadien contre le cancer et 10 agences provinciales de lutte contre le cancer qui ont été faites en collaboration avec 575 AJA au Canada qui avaient terminé leur traitement depuis plus d'1 an. Alors, ce que cette étude-là a démontré au niveau des changements physiques, c'est que 41% des agents ont fait part de leurs préoccupations concernant l'activité ou la fonction sexuelle, 62% n'ont pas cherché d'aide et 40% ont eu des difficultés à obtenir de l'aide. Donc, c'est quand même des chiffres qui parlent beaucoup. Même chose au niveau des défis émotionnels, encore plus, 75% n'ont pas cherché d'aide, c'est énorme. 45% ont signalé des changements dans leur intimité et 40% ont eu encore une fois des difficultés à obtenir de l'aide. Donc, ces chiffres-là démontrent l'importance du soutien à cette population, d'ouvrir la discussion et d'avoir des ressources adaptées là, à leurs besoins. On va maintenant parler des cancers avancés. Donc, dans sa présentation, Ryan Booker mentionne une étude sur 65 personnes, 25 hommes et 40 femmes, qui avaient un cancer avancé, donc poumon, un cancer gynécologique, génito-urinaire principalement. Donc, cette étude-là a démontré que 86,4% des participants à l'étude trouvaient important de parler de sexualité, que 56,1% avaient une bonne fréquence de rapports sexuels avant le diagnostic, mais que seulement 3% avaient une bonne fréquence de rapports sexuels après le diagnostic. Donc, c'est quand même majeur. Les difficultés là, durant le diagnostic et après au niveau de la sexualité. Et que 75,8% avaient une satisfaction sexuelle insuffisante ou inexistante après le diagnostic. Donc, encore une fois, ces chiffres-là démontrent l'importance, même pour des gens avec un cancer avancé où on peut se dire « ils ne pensent pas du tout à la sexualité », ça reste une préoccupation. Et une autre étude dont Ryan Booker parle dans sa formation, c'est celle de Lemieux et al., où 10 personnes ont été interrogées, 4 femmes et 6 hommes, avec une moyenne d'âge de 59 ans. Donc, les participants et les participantes de l'étude vivaient en établissement de soins longue durée, en unité de soins palliatifs, avec un cancer avancé, donc notamment sein, myélome multiple, côlon, poumon, prostate. C'est une étude qualitative et ce que les personnes qui y ont participé ont partagé, c'est que la sexualité elle-même était toujours considérée comme une partie très importante de leur vie. Avec la maladie, leur définition de la sexualité n'avait pas changé, mais la façon dont ces personnes l'ont exprimée en raison du diagnostic, en particulier en fin de vie, était différente. Il existe des obstacles à l'expérience de la sexualité et aux soins en institution, bien sûr. Le manque d'intimité, les minuscules lits d'hôpital, donc ce serait formidable. S'il y avait des lits doubles, encore une fois, pas juste pour l'activité sexuelle, mais pour que les personnes malades, leurs partenaires puissent se blottir ensemble. C'est un obstacle important. Un autre obstacle, c'est de discuter de sexualité avec les professionnels de la santé. Ça a été soulevé dans cette étude. Et également, les gens avaient besoin que leurs besoins soient validés et pris au sérieux et qu'on les aide à trouver des solutions au niveau de la sexualité. Donc, je partage un excellent article de Anne Katz, infirmière clinicienne spécialisée à Cancer Care Manitoba, sur le portail palliatif canadien. Donc, cet article-là mentionne que les besoins ou la capacité de participer à des activités sexuelles peut décroître en phase terminale d'une maladie, mais pas nécessairement le besoin de contact ou d'intimité, et la façon dont la personne se voit. Donc, les personnes en fin de vie souffrent en fait d'un manque d'amour et de contact intime dans les derniers mois, dernières semaines ou les derniers jours de leur vie. On suppose bien souvent que lorsque la fin approche, les personnes en fin de vie et les couples ne se préoccupent plus de leur sexualité.
Voilà pourquoi on n'aborde pas ce sujet et cette attitude ne provient que d'un manque d'informations à cet égard. Au cours des dernières phases de la maladie, les couples découvrent que le lien affectif envers l'être cher constitue une partie importante de leur expression sexuelle. La communication verbale et les contacts physiques non génitaux vont remplacer désormais l'activité sexuelle comme on l'entend. L'arrêt de l'activité sexuelle est une des nombreuses pertes qui découlent de la maladie. Cette perte a d'ailleurs des répercussions négatives sur la qualité de vie du couple. Certains partenaires vont trouver difficile de participer à des activités sexuelles avec la personne à qui ils prodiguent des soins toute la journée et se sentent davantage comme un aidant, une aidante, que comme un amoureux ou une amoureuse. Et le fardeau physique et émotionnel de prodiguer des soins est exhaustif et influence sur le désir, a une influence sur le désir d'avoir des contacts sexuels. De plus, il arrive que les partenaires souhaitent se distancier de la personne malade lorsque la fin approche. Pour ce faire, les partenaires vont éviter les contacts intimes. C'est pas mauvais en soi, mais les partenaires pourraient se sentir coupables et avoir tendance à éviter toute interaction physique. De plus, on parle très peu de la personne qui n'est pas en couple. Les besoins sont encore plus mis sous silence comme s'ils n'existaient pas. Et l'intimité et la fonction sexuelle, ce sont des choses qu'il faut tout de même prendre en considération, même en milieu hospitalier. Bien sûr, il y a la gestion des symptômes, la fatigue, la nausée, etc. Puis il y a un environnement spécifique, médicalisé, les petits lits d'hôpital, plusieurs personnes dans une même chambre, de l'oxygène, des tubes qui peuvent gêner les personnes atteintes de cancer. Il peut y avoir des lignes centrales, des PICC lines qu'il ne faut pas déplacer. Et dans un hôpital, les lits sont encore une fois simples, peuvent généralement pas accueillir 2 personnes dans les lits. Puis de toute façon, donc, ce ne serait pas permis là, dans certaines situations, mais il faut penser en dehors de la boîte. Il faut trouver des solutions pour permettre une intimité physique et émotionnelle au couple. Ça peut être des gestes simples comme frapper avant d'entrer dans la chambre, trouver des moyens d'honorer et de préserver la vie privée des couples. On va revenir à des solutions dans la partie 3 de cette formation. Donc, on se dirige tranquillement vers la fin de la présentation. Alors, avant de vous proposer des ressources, voici quelques éléments clés. Donc, les changements dans les relations intimes sont très fréquents lors de l'expérience du cancer, même chez les personnes seules. Et les professionnels de la santé négligent souvent cet aspect important des soins. Pourtant, il est très important d'évaluer et d'aider les personnes touchées, les partenaires, à gérer les problèmes dans les relations. Alors, je vous propose ici quelques ressources. Vous avez des organismes communautaires en général, la Société de leucémie lymphome du Canada, Société canadienne du cancer, qui ont de l'information sur la sexualité, l'intimité. Au niveau des AJA, vous avez différentes organisations, dont le IAC, le programme AFélix, qui est de la Fondation québécoise du cancer, qui peuvent soutenir cette communauté. Au niveau de la sexologie, toujours, l'Ordre professionnel des sexologues du Québec. Et je vous présente 2 cliniques qui sont à Montréal, mais qui peuvent offrir du soutien virtuel. Donc, la clinique de sexologie de l'UQAM et la McGill Couple and Family Therapy Clinic. Donc, la clinique de sexologie de Montréal, c'est une clinique universitaire de formation à la pratique de la thérapie en sexologie pour les étudiants et les étudiantes à la maîtrise en sexologie clinique. Elle va offrir des services de psychothérapie pour des difficultés liées à la sexualité. Ces services sont prodigués par des stagiaires de la maîtrise en sexologie clinique sous la supervision de sexologues et de psychothérapeutes accrédités. La clinique offre également des services de relations d'aide pour des difficultés liées à la sexualité, surtout souvent c'est au niveau de l'éducation, qui vont être offerts par des stagiaires en 3e année du baccalauréat en sexologie, toujours sous la supervision de sexologues. Donc, les stagiaires de la clinique de sexologie de l'UQAM ont fait la majeure partie de leur formation théorique. Et pour sa part, la McGill Couple and Family Therapy Clinic est affiliée à l'École de travail social de McGill, va offrir des services de santé mentale à faible coût au CUSUM, donc sur le site du CUSUM, également à l'Hôpital Juif de Montréal. Ils font également des services virtuellement. La clinique va offrir des services aux membres de la communauté et va proposer une formation spécialisée et des possibilités de recherche aux étudiants du programme de maîtrise en thérapie de couple et de la famille. Donc, voilà, alors vous pouvez là, référer ou accéder à ces ressources-là pour du soutien. Concernant la communauté LGBTQ2S+, je vous ai parlé, la formation tout à l'heure, je vous ai parlé de Queering Cancer, qui est un
incroyable organisation, là, unique en son genre. Malheureusement, c'est seulement en anglais. Mais vraiment, ça vaut la peine d'aller voir ce qu'ils font et comment ils soutiennent la communauté. Ici au Québec, on a la Coalition des familles LGBT+, moins là, de trucs spécifiques au niveau du cancer, mais peuvent quand même fournir là, différentes ressources. Alors, voici les références, mes références que j'ai utilisées pour cette partie 2. Et je vous invite fortement à écouter la partie 3 de cette formation. Donc, dans la partie 1 ou la partie 2, là, je vous ai donné beaucoup d'informations, beaucoup d'outils de contenu. Mais là, dans la partie 3, on va mettre tout ça en pratique parce que je vais être en conversation et en compagnie de Frida Dibong, qui est une infirmière clinicienne. Donc, on va vraiment discuter de stratégies qui permettent d'optimiser la santé sexuelle et l'intimité après un diagnostic de cancer. Et je vais encore partager avec vous des ressources pour répondre aux préoccupations. Et c'est vraiment une discussion et des histoires de cas là, que je fais avec Frida. Donc, je vous invite à participer à cette formation. Alors, sur ce, merci de votre écoute. Au plaisir. Merci beaucoup, Pascal, pour cette présentation. Nous vous invitons à accéder à la plateforme de formation continue pour visionner les autres formations qui sont disponibles, puis aussi pour accéder au module 1 si vous ne l'avez pas déjà écouté, les dysfonctions sexuelles et la réponse sexuelle lors d'un cancer, ainsi qu'au module 3, pratiques cliniques. Je vous rappelle aussi là, que vous pouvez commander du matériel qui va vous aider à diriger vos patients et leurs familles vers nos services, comme nos feuillets détachables. Puis aussi, n'hésitez surtout pas à diriger vos patients vers nous le plus tôt possible après le diagnostic. Donc, on peut les aider à se préparer à ce qu'ils ont nommé comme étant l'étape la plus difficile de leur expérience du cancer, l'annonce du diagnostic à leur famille. Je vous dis merci et à bientôt.